Emmanuel Macron en difficulté face à l'hydre islamiste. En déplacement ce mardi dans un quartier dit sensible de Mulhouse, le chef de l'État a exprimé sa volonté de lutter contre le séparatisme. Un nouvel aveu de faiblesse alors que des millions d'euros sont déployés chaque année dans ces prétendues zones de reconquête républicaine. À 4 semaines du scrutin municipal, le parachutage d'Agnès Buzyn pour sauver la République en marche bouscule le programme. Méconnaissance du sujet, révision du projet, l'ex-ministre de la Santé a tout du chien dans un jeu de quilles. Après le début des hostilités parlementaires lundi, la réforme des retraites a vu s'ouvrir la fameuse conférence de financement, un rendez-vous impliquant les syndicats qui pourraient rapidement échapper à l'exécutif. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron sous le signe de la reconquête républicaine. Ce mardi, le chef de l'État s'est rendu à Mulhouse pour évoquer ce qu'il appelle le séparatisme islamiste, une prise de position qui tombe à pic en pleine période électorale. Thibaut Bastide. Emmanuel Macron entre timidement dans l'arène contre le séparatisme islamiste. Après avoir ciblé l'hydre islamiste au lendemain de l'attentat contre la préfecture de police à Paris en octobre dernier, le président s'est rendu ce mardi à Mulhouse dans le Haut-Rhin pour dévoiler son plan de lutte contre le communautarisme, ou plutôt contre le séparatisme islamiste, selon la nouvelle expression retenue. Une manière, selon l'entourage du chef de l'État, d'agréger sous un même terme les notions de radicalisation, d'islam politique et du communautarisme. Flanqué du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, de son secrétaire d'État Laurent Nunez, du titulaire du portefeuille de la jeunesse Gabriel Attal et du ministre des Sports Roxana Maracineanu. Emmanuel Macron a donc passé plusieurs heures dans le quartier de Burzwiller, zone dite sensible de plus de 15 000 habitants, faisant partie des 47 quartiers de reconquête républicaine. Un dispositif créé en 2018 pour lutter contre la délinquance et les trafics. Un quartier loin d'être choisi au hasard donc, où le chef de l'État rencontrer des représentants d'associations sociales, culturelles, religieuses ou sportives, ainsi que des membres des forces de police. Ainsi, il a surtout été question de sécurité, d'éducation, mais également d'ingérence étrangère concernant notamment le financement des lieux de culte. Référence évidente à la construction de la mosquée An-Nour à Strasbourg, l'une des plus grandes d'Europe. Le Qatar a mis plus de 14 millions d'euros sur la table sur les 26 millions d'euros de la facture totale afin d'enraciner et développer l'islam en Europe. Si par sa présence sur le terrain, Emmanuel Macron souhaite taper du poing sur la table et entrer de plein pied dans la fameuse séquence régalienne de son quinquennat, la démarche apparaît biaisée à moins d'un mois du premier tour des élections municipales. En effet, difficile de ne pas y voir une intention purement électoraliste pour tenter de grappiller quelques voix à droite. Mais au-delà de ce nouveau coup de communication devenu une habitude du quinquennat Macron, l'état des lieux établi par le chef de l'État est pour le moins inquiétant. En avouant qu'il existe des zones où règne la sédition identitaire et militante vis-à-vis de la République, Emmanuel Macron met en réalité en avant les nombreux errements en la matière. D'une part, les mesures annoncées depuis de nombreux mois n'ont un effet que très peu perceptible, voire totalement inefficace. Il suffit de se rappeler de la déclaration de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb au moment de la passation de pouvoir en octobre 2018, décrivant un pays ghettoisé révélant l'impuissance des pouvoirs publics face au communautarisme. Un communautarisme ou désormais séparatisme islamiste, peu importe le nom, qui s'installe dans des territoires où sont injectés plus ou moins directement des centaines de millions d'euros chaque année afin d'acheter péniblement une paix sociale. Agnès Buzyn met la poussière sous le tapis. Après son parachutage pour remplacer Benjamin Griveaux, l'ex-ministre de la Santé va faire du nettoyage dans le programme de La République En Marche pour les municipales parisiennes. L'occasion de faire une discrète opération de repositionnement. Un mal pour un bien. Voilà comment un militant de La République En Marche résume le remplacement express du jeune premier déchu Benjamin Griveaux au profit d'Agnès Buzyn pour mener la campagne parisienne. Une petite phrase qui démontre bien que le problème du parti présidentiel ne commençait pas avec les vidéos sexuelles de son candidat. En effet, au-delà du maintien de la candidature dissidente de Cédric Villani, exclu du mouvement depuis, le candidat Griveaux a toujours été à la peine. Dans ce cadre, la nouvelle figure fraîchement partie du ministère de la Santé doit s'atteler à la tâche rapidement. L'opération sauvetage ne lui laisse que 4 semaines pour se mettre dans le bain parisien et s'emparer du programme de son malheureux prédécesseur. Et ce n'est pas son projet pharaonique, du propre avis d'Agnès Buzyn, de transformation de la gare de l'Est en Central Park qui devrait servir de proposition clé. En effet,
Un certain nombre d'idées saugrenues qui figuraient dans le programme de Griveaux devraient passer à la trappe. Une simplification, selon l'équipe de campagne d'Agnès Buzyn. Pour l'heure, la campagne se résume donc à de grandes banalités telles que cultiver la proximité avec les Parisiens et régler les problèmes du quotidien. En réalité, Agnès Buzyn a un mérite, celui de rassurer ses troupes après la catastrophe. Le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guerini, l'a déjà dit. Elle ne sera pas une candidate agressive et ne débarquera pas avec des gants de boxe. L'objectif est au contraire de cultiver le côté maman qui calme les esprits. Un objectif en partie atteint dès le premier jour de sa candidature puisqu'un dialogue a été rétabli avec Cédric Villani. Pour autant, le mathématicien, qui pourrait voir son score grimper après la débâcle de Griveaux, a posé ses conditions, notamment sur l'écologie. Et pour cause. Après avoir récupéré dans ses rangs Isabelle Saporta, la compagne du patron de LV Yannick Jadot, Villani doit conserver ses orientations vertes pour ne pas froisser la liste de David Béliard. Et si Agnès Buzyn reprend le dialogue, un ralliement du dissident avant le premier tour semble improbable, notamment pour des questions financières, puisque les dépenses de campagne ont déjà commencé pour les deux listes. Pour autant, la question restera entière au moment du second tour, mais aussi du troisième tour, c'est-à-dire de l'élection du maire de la capitale par les nouveaux conseillers de Paris. En d'autres termes, des tractations politiciennes pourront tout à fait camoufler un score médiocre d'Agnès Buzyn. Une bien bonne nouvelle pour elle, car en cas d'échec, le catapultage du ministère de la Santé jusqu'au Conseil de Paris devrait être dur à avaler. La rue, l'hémicycle et maintenant la conférence de financement. La réforme des retraites n'est décidément pas de tout repos. Ce mardi s'ouvre un nouvel épisode du feuilleton avec les syndicats. Un épisode qui ne sera sans doute pas sans difficulté pour le gouvernement. Olivier Frère-Jacques. Les syndicats réunis, pas dans la rue cette fois, mais pour la conférence de financement. Centrales contestataires et autres ont démarré aujourd'hui leurs échanges et auront jusqu'à la fin du mois d'avril pour trouver notamment une alternative au fameux âge pivot de 64 ans en 2027. Une conférence de financement qui pose de nombreuses questions. Tout d'abord, sur le sérieux du gouvernement qui a engagé une réforme censée être d'ampleur sans boucler son financement en amont. Syndicats de salariés et de patrons sont donc réunis, eux qui sont amenés à co-gérer le futur système. Cette conférence devra déboucher sur un compromis, selon le Premier ministre Édouard Philippe. À défaut, l'exécutif maintiendra l'âge pivot. Côté syndical, la CGT et les autres centrales contestataires ne discuteront pas, car étant pour le retrait pur et simple de la réforme, une position dure mais cohérente avec la démarche entamée il y a plus de 2 mois. D'autres structures syndicales sont donc attendues au tournant. On pense évidemment à la CFDT, mais aussi à la CFTC qui tentera de jouer sa partition pour défendre les travailleurs, comme l'expliquait il y a quelques jours son vice-président Joseph Touvenel. Discrètement, parce que les grands médias ne nous ouvrent pas forcément la porte, mais discrètement, avec j'espère un peu d'efficacité, faire passer de bonnes choses. Notre petite musique, par exemple, on se bat pour que les mères de famille, le temps où elles éduquent leurs enfants, le congé parental d'éducation soit pris en compte dans le système de retraite. Aujourd'hui, le privé, on prend les 25 meilleures années pour la retraite. Demain, ça sera sur 42 ans. D'abord, chacun comprend que passer des 25 meilleures années à 42 ans, mécaniquement, c'est une perte. C'est moins. Dire le contraire s'appelle un mensonge. Mais les mères de famille qui élèvent leurs enfants, celles qui ont, on va dire une mère de famille qui a 3 enfants, qui va s'arrêter 2 ans par enfant, ça fait 6 ans. Mais c'est plus 42 ans de cotisation qu'on va lui demander. C'est 48. C'est impossible. Donc on va essayer de faire en sorte que cette situation soit prise en compte pour que celles qui... Alors c'est ceux aussi, il y a aussi des hommes, mais c'est globalement des mères de famille, ne soient pas laissées sur le bord de la route et qu'elles puissent avoir une véritable retraite. Parce qu'aujourd'hui, elles ont quelque chose, mais ce n'est pas une véritable retraite. Elles ne peuvent pas vivre avec ce qu'on va leur laisser. Ben voilà, une réforme qui serait bonne. Profiter de l'occasion pour défendre les intérêts de la famille ou de secteurs particulièrement touchés par la question de la pénibilité, c'est une partie de l'enjeu moins visible mais tout aussi importante de cette conférence. Les 2 grosses centrales que sont l'UNSA et la CFDT seront, elles, à observer de très près. La CFDT de Laurent Berger, tout particulièrement. En effet, le premier syndicat de France, largement critiqué par le reste du spectre syndical français, devra faire bonne figure, ce qui n'est pas gagné. En effet, si la centrale de collaboration n'est pas à la fête dans les cortèges syndicaux, elle commence à se mettre tout le monde à dos. En position de force, le secrétaire général s'est permis de déclarer que l'actuel projet n'est pas juste.
un projet qui porte pourtant l'ADN de son syndicat. En 2010, déjà, la centrale demandait la mise en place d'un tel régime dit universel et à point. Elle réclame aujourd'hui une meilleure prise en compte de la pénibilité et une amélioration du minimum contributif, sans pour autant expliquer comment financer cela. Très gourmande, la CFDT de Laurent Berger est un peu le nouveau riche du quinquennat Macron et pourrait tomber de haut, car si les relais de la centrale dans les hautes sphères de la République, comme l'ex-patronne du syndicat Nicole Notat, sont puissants, ils ne disposent pas d'un crédit illimité. Ainsi, quand Laurent Berger condamne le possible recours au 49.3 de la majorité, il se mêle d'un domaine qui ne le regarde absolument pas et commence à agacer sérieusement le gouvernement qui devra pourtant faire avec ce pénible mais utile allié. De son côté, la majorité risque de reculer encore plus loin avec cette conférence de financement, encore plus loin sur un projet de loi déjà complètement dénaturé, ni universel ni égalitaire. Un véritable casse-tête car sans compromis, le gouvernement se mettra aussi à dos les syndicats de défense des travailleurs, mais aussi quelques syndicats patronaux. Et à présent, on poursuit avec Olivier Frère-Jacques, c'est pour l'actualité en bref. Opération fusion entre Alstom et Bombardier. Lundi, le groupe français a annoncé sa fusion avec l'entreprise canadienne Bombardier Transport. Cette opération doublera la taille d'Alstom et permettra d'accélérer le désendettement de Bombardier, de quoi faire du groupe le champion transatlantique du matériel ferroviaire. À la clôture de la transaction prévue pour le premier trimestre 2021, le groupe canadien détiendra 18% du nouvel ensemble. Le groupe Bouygues, 10% des actions et les actionnaires d'Alstom obtiendront quant à eux la solde du capital. Ce nouveau géant du ferroviaire devrait être mieux armé pour affronter la concurrence chinoise. Il faut sauver le soldat Ernotte. Lundi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié un bilan jugeant satisfaisant le mandat de Delphine Ernotte après ses 4 années passées à la tête de France Télévisions. De quoi rassurer l'intéressé dont le mandat expire en août et qui avait annoncé le 7 janvier dernier vouloir rester à la tête du groupe audiovisuel public jusqu'à la fin de l'exercice 2022. Et cela malgré le fait que depuis sa nomination, Delphine Ernotte fait l'objet d'un feu de critiques continu. Le CSA ne semble pas être dérangé par l'impopularité de sa protégée. Le coronavirus poursuit son chemin meurtrier, tandis que le bilan s'élève désormais à 1874 morts pour 73 130 personnes contaminées. De nouveaux tests ont révélé 88 cas positifs supplémentaires à bord du paquebot Diamond Express, portant à 542 le nombre de passagers contaminés par le Covid-19. À son bord figurent 4 Français, dont 3 sont porteurs du virus. Troisième français qui est présent sur le bateau, le paquebot le Diamond Princess, a été testé positif au coronavirus. Il s'agit d'un Français qui ne réside pas en France métropolitaine et qui est donc actuellement pris en charge au Japon. Il n'y a pas eu pour l'instant de demande de rapatriement et je le disais tout à l'heure, il ne vit pas en France métropolitaine et son état de santé n'est pas inquiétant. Tous les passagers n'ont pas encore été soumis au test de dépistage. Dans le même temps, les passagers d'un autre navire de croisière sont recherchés suite à une escale au Cambodge alors que l'un des voyageurs a été testé positif. En Chine, des chercheurs ont lancé un nouveau protocole pour trouver un vaccin à l'aide du sang des patients guéris. Selon ces scientifiques, le plasma des anciens malades contiendrait des anticorps capables de limiter les effets du Covid-19. L'ENA en pleine opération de chirurgie esthétique. Mardi, le rapporteur Frédéric Thirier a remis son dossier sur la réforme de la haute fonction publique au Premier ministre, un document de 40 propositions, parmi lesquelles la volonté de créer une école d'administration publique pour remplacer l'École nationale d'administration. Une sacrée révolution. En réalité, l'opération vise essentiellement à renforcer les critères sociaux dans le recrutement des élèves. Ces derniers pourraient alors suivre des cours de classe préparatoire spécifiques pour se présenter au concours d'entrée qui leur serait spécialement réservé. Un nouveau nivellement par le bas auquel l'enseignement supérieur en France semble avoir cédé jusque dans la formation de ses prétendues élites. Information judiciaire ouverte contre Piotr Pawlenski et Alexandra De Taddeo. Après leur sortie de garde à vue lundi, le couple soupçonné d'être à l'origine de la diffusion des vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux est désormais visé par 2 informations judiciaires pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des images à caractère sexuel. Le parquet de Paris a demandé leur placement sous contrôle judiciaire suite à la plainte contre X déposée par l'ancien candidat à la mairie de la capitale. Dans le même temps, l'Ordre des avocats de Paris a ouvert une enquête déontologique visant Maître Juan Branco, proche du couple. Elle porte sur l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts
d'intérêt entre l'avocat et l'artiste russe Piotr Pawlenski. Les nationalistes bousculent les élections en Thuringe après la démission forcée du dirigeant libéral élu en partie grâce aux voix de l'AfD. Un nouveau scrutin va être organisé au printemps prochain. Un événement surprenant qui confine au déni de démocratie. Un événement surprenant qui va donc à l'encontre du premier vote. En attendant, la région sera dirigée par la conservatrice Christine Lieberknecht, dont la tâche principale sera de préparer un nouveau scrutin et de veiller à éviter que la situation se reproduise. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Journaliste de Bourse Plus et directeur du magazine La Balle Plus, Yannick Urien s'est rendu en Azerbaïdjan comme observateur des élections législatives. Il revient sur les accusations de corruption et l'essor de ce pays stratégique entre la Russie et l'Iran. Ce pays s'est transformé en 30 ans. On est passé de la caricature d'une banlieue glauque de Roumanie, comme on le voit dans les cartes postales des années 70, à Los Angeles, en 30 ans. En 30 ans, il y a une liberté économique, un pouvoir autoritaire fort, certes, mais la ville est dans la propreté et dans la sécurité. Il y a un dynamisme économique. Le pays vit dans la laïcité. Il y a le droit des femmes. Ce soir, découvrez également un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes se demande si Napoléon était musulman. Je me devais de faire cet épisode parce que ça fait longtemps, trop longtemps que j'entends tout un tas d'âneries sur ce sujet. Napoléon aurait été un musulman convaincu, converti à l'islam, champion de l'islam et même mort dans la religion musulmane. Alors oui, Napoléon a dit et pensé beaucoup de bien de la religion de Mahomet, parfois avec exagération, souvent par intérêt politique. En plus d'être fasciné de l'Orient, il est issu de cette époque imprégnée de l'esprit des Lumières, il a donc été amené à dire beaucoup de choses sur le sujet. Mais de là à affirmer qu'il était musulman, champion de l'islam, qu'il s'est converti ou je ne sais quoi, c'est vraiment ne rien connaître à la pensée spirituelle de Napoléon, si on peut appeler ça une pensée d'ailleurs, car en matière de religion, dans sa tête, c'est un gros bordel sans queue ni tête. Dans cet épisode, je vais donc tâcher de démonter ces rumeurs stupides qui nous vendent un Napoléon musulman, mais aussi justement, je vais tâcher de démêler tous ces nœuds afin de dresser le véritable profil spirituel de l'empereur. Et voilà un numéro à ne pas rater, visiblement. Tout de suite, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot-Leclerc. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le coq, il chante. Le fumier, il sent. Ces réalités, connues de toute éternité par l'homme, sont en passe de faire leur entrée fracassante dans le panthéon du Code civil français. Oui, monsieur, dame, le coq et le fumier sont deux exemples emblématiques de notre, j'ouvre les guillemets, patrimoine sensoriel rural et comme tel, il mérite d'être protégé par la loi avec un grand L. Je ne sais dans quel esprit tordu le concept de patrimoine sensoriel rural a germé, mais toujours est-il qu'il a germé. Miracle de la nature. La notion de patrimoine sensoriel rural vient combler une grave lacune de notre droit. Il n'existait à ce jour aucune protection pour le chant des cigales ou le parfum de la bouche de vache. Non mais c'est dingue cette histoire. Faut quand même les protéger, les chants des cigales ou les délicieux parfums de bouche de vache. Non mais des fois quand même. J'ouvre les guillemets. Une fois que la loi sera adoptée, les régions pourront déterminer avec l'appui des départements quels sont les sons ou odeurs caractéristiques d'un territoire comme
Par exemple, la stridulation des cigales en Provence ou l'odeur du mou de raisin dans l'Hérault. Il suffira que les régions concernées les inscrivent à l'inventaire de leur patrimoine pour qu'ils soient protégés. Fermez les guillemets, nous explique l'auteur de la loi. Décidément, nous n'arrêtons pas le progrès. En fait, parlons crûment, lâchons-nous. Cette idée de loi stupide a vu le jour parce que des citadins stupides élevés sous serre ont trouvé malin, du fond de leur résidence secondaire, de se plaindre de ce que la campagne sentait un peu trop la campagne. Mais c'est horrible ce que vivent ces citadins stupides élevés sous serre. Quand ils vont dans leur maison de campagne, ça sent la campagne. Grosse catastrophe, comme disaient les Allemands après la défaite de Stalingrad. Ces citadins stupides ont donc voulu empêcher les vaches de meugler, les ânes de braire, les canards de cancaner et les moustiques de piquer, en s'imaginant qu'on pouvait tout régler à coup d'action en justice. Comme si la vie rurale ressemblait à une firme concurrente dans une série américaine. Le problème du siècle crétin dans lequel nous vivons est que rien n'empêchera jamais l'imbécile d'inventer des imbécilités. Mais alors, j'y pense, l'odeur des pots d'échappement du périphérique parisien, subtilement carbonée avec un zeste de goudron chaud, sera-t-elle reconnue comme caractéristique du territoire parisien ? Devrait-elle être protégée ? Ce serait un bon moyen d'empêcher la transformation de la capitale en piste à trottinettes géantes. Il faudra y songer sérieusement avant les prochaines municipales. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.